Bonjour à tous, Théophile de la Villardière, comme Bernard Messang-Costard. Dans ce contexte politique actuel, le président Emmanuel Macron déclarait qu'il convenait d'améliorer l'organisation de l'hôpital en le décloisonnant. À ce titre, il propose dans le cadre de son quinquennat d'élargir les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, ainsi que de plafonner à 50% la tarification à l'activité hospitalière. Donc, devant cette proposition, qui est lourde de conséquences, il est légitime de se demander quel va être l'avenir de cette tarification à l'activité, mais surtout, quelle va être la future organisation du système de financement des établissements de santé. Pour répondre à ces questions, je vais vous proposer de suivre le déroulement de cette explication avec mon équipe d'experts, et on se retrouvera en fin d'émission pour faire le point. Alors, le système de financement des établissements de santé a fait l'objet de nombreuses réformes avant d'être celui qu'il est actuellement. Tout d'abord, le système de financement, c'était le système du prix de journée qui correspondait au prix de revient moyen d'une journée d'hospitalisation. Ce système a été abandonné en 1983 au profit de la dotation globale de financement, donc, qui correspondait à un budget calculé et alloué annuellement de façon limitative aux hôpitaux ainsi qu'aux établissements participant au service public hospitalier. Les cliniques, quant à elles, restaient soumises au système de tarification à la journée, avec un forfait lié aux actes réalisés. Donc, la dotation globale de financement avait ainsi pour but de combler le déficit de la sécurité sociale. Cependant, ces systèmes de financement ont rapidement montré quelques limites. Et la DGF ne permettait pas aux établissements de santé de se montrer performants. La volonté des pouvoirs publics était de changer le comportement des acteurs de santé en prenant en compte l'activité des établissements de santé. Avec le schéma régional d'organisation sanitaire, la certification et la nouvelle gouvernance en pôle d'activité, la T2A représentait l'une des grandes réformes du plan Hôpital 2017. En effet, Jean-François Mattei, ministre de la Santé de l'époque, souhaitait mettre fin à la dotation globale de financement, un système de financement qu'il considérait comme étant sclérosant. C'est là qu'intervient la T2A. Celle-ci fut mise en œuvre par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, le 18 décembre 2003. Il s'agit, je cite, de l'allocation des ressources aux établissements de santé publics et privés sur le volume et la nature de leurs activités mesurées pour l'essentiel par le programme de médicalisation des systèmes d'information. Ce nouveau mode de financement permet, d'une part, de déterminer l'allocation des ressources aux établissements de santé en fonction de la nature et du volume de l'activité réalisée. D'autre part, cela a permis d'instaurer un système unique pour le secteur public et le secteur privé. Cependant, il y avait quand même une petite différence à propos du calendrier de mise en œuvre de la réforme. En effet, les cliniques sont passées directement à la tarification à l'activité en 2005, mais concernant les établissements publics ainsi que les établissements participant au service public hospitalier, la transition s'est effectuée beaucoup plus en douceur. En effet, la part d'activité de la T2A s'est élevée au départ à 0% en 2004, puis a doucement augmenté pour atteindre 100% en 2008. La T2A concerne seulement les activités de médecine, chirurgie et obstétrique. La psychiatrie et la SSR restent sous les anciens régimes du prix de journée et de la dotation globale de financement. Il était en effet tout bonnement impossible de soumettre immédiatement la totalité des ressources de l'établissement à la T2A. Avec du recul, il est indéniable que la T2A a incité les établissements à augmenter sensiblement leur activité hospitalière. Néanmoins, l'évolution annuelle des tarifs reste un débat plutôt sensible qui a poussé les établissements à mettre en œuvre une véritable stratégie pour y faire face. Nous allons nous questionner sur cette stratégie qui a été assez difficile à mettre en œuvre par les établissements. Chloé va nous éclairer sur ce point. Donc la T2A a été introduite dans un contexte financier très contraint, s'expliquant par un effet de ciseaux, résultant de deux facteurs. Donc au moment de son introduction, il a été décidé de freiner fortement la croissance de l'Ondam.
Donc, dans les hôpitaux, la T2A a contribué à un déséquilibre budgétaire chronique, d'autant que le remboursement des activités est régulièrement revu à la baisse afin de pouvoir cadrer avec l'enveloppe fermée de l'ONDAM. En effet, donc, cette enveloppe n'augmente pas suffisamment chaque année pour répondre aux besoins, et on constate donc, depuis sa mise en œuvre en 1997 que l'ONDAM a été systématiquement dépassée jusqu'en 2010. D'autre part, il a été souhaité de relancer l'investissement hospitalier. Donc ceci a pour effet d'accroître les charges des établissements et de l'assurance maladie qui se trouvent confrontés tous les ans à un déficit budgétaire. Donc on peut établir un contraste saisissant entre l'évolution des tarifs, irrémédiablement en baisse, et l'évolution des dépenses d'exploitation qui ne cessent d'augmenter dans les établissements de santé. En effet, donc, on a l'évolution dégressive des tarifs qui provoque chaque année une perte de chiffre d'affaires à activité pourtant identique. Et pour faire face à ce déséquilibre budgétaire irrémédiable, les établissements doivent faire preuve d'imagination, d'autant qu'ils se retrouvent confrontés à de véritables difficultés d'ordre structurel. Donc on a également des nouveaux tarifs fixés par arrêté qui apparaissent une fois par an le 1er mars de chaque année, ce qui entraîne un fonctionnement en deux temps. Donc les financements de janvier et février restent calculés sur la base des tarifs de l'année N-1, ce qui entraîne un décalage qui se répercute d'une année à l'autre. Ensuite, on a d'autres difficultés liées aux tarifs qui sont constatées suite au contrôle des budgets des établissements de santé. Néanmoins, dans la partie tarification, on a quand même une liberté dans les établissements de santé qui réside dans la fixation des tarifs des chambres particulières. Donc celle-ci représente un important chiffre d'affaires, généralement pris en compte par les mutuelles. Mais le nouveau gouvernement souhaite prendre en charge de façon intégrale les dépenses liées au dentaire et à l'optique. Donc la contrepartie est d'interdire aux mutuelles de rembourser les chambres particulières, ce qui engendre pour les établissements de santé une énorme perte financière. Enfin, la dernière marge de la réforme du mode de financement de l'hôpital est la facturation au fil de l'eau. Donc les recettes des établissements dépendent désormais des factures délivrées en temps réel. Donc c'est-à-dire une fois le patient sorti de l'hôpital, celles-ci sont transmises directement à une caisse de paiement unique de l'assurance maladie afin d'assurer une meilleure maîtrise des dépenses via le projet FIDES. Donc malgré ce projet, on constate déjà des difficultés en interne avec des changements organisationnels et culturels, et également des difficultés au niveau externe, puisque la facturation impose une certaine vigilance. Donc c'est-à-dire que toute facturation qui présente une anomalie est rejetée et non payée par l'assurance maladie, ce qui oblige les établissements à refacturer. En outre, l'enregistrement des droits du patient doit faire preuve de vigilance. Une simple erreur sur le numéro de carte vitale et c'est toute la chaîne de facturation qui est remise en cause. Donc je viens de vous parler des difficultés de mise en œuvre de la stratégie de fonctionnement, mais maintenant je vais passer la parole à Robin qui va vous parler de l'analyse prix-volume. La maîtrise globale des dépenses hospitalières est assurée par les objectifs de dépenses pour les hôpitaux de court séjour définis par l'ONDAM. Le mécanisme choisi prévoit une baisse des tarifs en cas d'augmentation de l'activité hospitalière globale et non en fonction des évolutions d'activité de chaque établissement. C'est ce que l'on appelle la régulation prix-volume. Cette méthode de développement de tarification à l'activité engendre pour les établissements de santé une diminution des recettes pour les institutions qui ne réussissent pas à accroître leur activité. Mais en contrepartie, la régulation prix-volume a pour conséquence une récupération des dépassements sur les tarifs des groupements homogènes de séjour, lorsque le volume d'activité augmente plus que prévu. Cette régulation prix-volume a engendré pour les établissements de santé de développer de nouvelles stratégies de fonctionnement pour arriver à équilibrer leur budget. C'est dans cette optique qu'a été développée l'activité ambulatoire au sein des établissements de santé au détriment de l'activité hospitalière. La médecine ambulatoire permettrait de réaliser de nombreuses économies car elle est moins coûteuse que l'activité hospitalière. D'après la Cour des comptes, l'ambulatoire a permis de générer pour l'assurance maladie 5 millions d'euros d'économies. Par ailleurs, de nombreuses études ont permis d'indiquer que la médecine ambulatoire est un plus pour le patient. En effet, il regagne son domicile le soir même de l'intervention et cela permet d'augmenter le bien-être au sein de l'établissement.
Cette volonté d'accroître davantage l'activité ambulatoire est prévue dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens érigés par l'ARS, qui prévoit que 60% de l'activité d'un établissement de santé doit correspondre à l'activité ambulatoire. Néanmoins, l'activité ambulatoire est moins bien rémunérée que l'activité hospitalière. L'ambulatoire permet certes de faire des économies pour l'assurance maladie, mais elle n'est pas économiquement viable pour les établissements de santé. Et donc, si un établissement de santé n'arrive pas à dégager une marge sur une activité, il ne pourra pas investir et donc il ne pourra pas développer cette activité. C'est un peu le serpent qui se mange la queue. En contrepartie, la deuxième activité réalisée au sein d'un établissement, c'est l'activité hospitalière. L'activité bien mieux rémunérée par l'ARS. Cependant, pour que cette activité puisse être rentable, il faut que la durée moyenne de séjour soit identique à celui calculé au niveau national par l'agence régionale de santé. Si un établissement ne respecte pas la durée moyenne d'un séjour, il sera moins rémunéré et il perdra de l'argent. Donc, la régulation macroéconomique des dépenses des établissements de santé, réalisée par la Haute Autorité de Santé, méconnaît les particularismes locaux. Ainsi, dans une situation où l'enveloppe budgétaire est fermée, l'augmentation du volume d'activité conjoint à celle des besoins se solde par une baisse des tarifs pour certains établissements. En 2012, déjà, la Commission des affaires sociales du Sénat avait indiqué que la régulation prix-volume devrait prendre en compte l'évolution de l'activité de chaque établissement, indépendamment. Et la Commission a ajouté même que l'Agence régionale de santé pourrait fixer par le biais d'un contrat le volume d'activité de chaque établissement et non plus dans la globalité. Il apparaît désormais intéressant de regarder pourquoi les établissements du secteur privé ont eu plus de facilité pour s'adapter à la T2A. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Sabri Abed, directeur financier de la clinique Val de Lys. Qui dit clinique, dit établissement privé. Et en effet, les établissements privés ont une facilité d'adaptation au mode de financement par la T2A. Cela peut s'expliquer par 3 facteurs qui impactent le financement des établissements de santé. Le premier facteur serait plutôt d'origine historique. Si on s'attarde sur le mode de financement qui était mis en place avant la T2A pour les établissements du privé, on se rend compte qu'il fonctionnait sur un système de facturation directe à l'assurance maladie, de forfait de prestation et de forfait d'actes. Un système semblable en plusieurs points à celui de la T2A, car il se compose de catégories de prestations ou d'actes prédéfinis et dont chacune représente une valeur précise. Ce qui explique que contrairement aux établissements du public, les établissements du privé n'ont pas eu à se réorganiser totalement pour accueillir la T2A. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi en 2004, la T2A a été mise en place à 10% dans les établissements du public, en vue ensuite d'une adaptation à 100% en 2008. Alors que pour les établissements du privé, cette adaptation a tout de suite été faite à 100% dès la mise en place de la T2A. Le second facteur, lui, tient plus à la nature juridique des établissements, à savoir qu'ils soient privés ou alors publics. Qui dit T2A dit mise en concurrence des établissements. Et qui dit mise en concurrence dit stratégie privée. Je m'explique. La T2A demande aux établissements d'être rentables, d'être compétitifs et de savoir dégager maximum de profit de leur activité. Pour ce faire, les établissements du privé ont toujours eu des stratégies adéquates. L'établissement du privé qui a toujours recherché le profit a toujours recherché à maximiser son activité. Les établissements du public, eux, qui fonctionnent généralement, on le sait, avec énormément de déficits, n'ont pas cet automatisme dans la recherche du profit et dans la compétitivité et la concurrence. Et enfin, le tout dernier facteur est celui qui serait plus d'un ordre, lui, structurel. En effet, il serait plus facile pour les établissements du privé de s'adapter à la T2A car elle leur demanderait de prêter attention à moins de facteurs. Un exemple phare serait celui de la rémunération. Lorsque l'on s'attarde sur les établissements du public, ils doivent prendre en compte dans la facturation le coût salarial des praticiens. Or, dans les établissements privés, il s'agit de praticiens libéraux qui sont rémunérés sous la forme d'honoraires. Les honoraires n'ont rien à voir avec la T2A, ce qui scinde en deux les deux rémunérations et qui permet aux établissements du privé d'avoir plus de facilité dans la déclaration de leur facturation sous la T2A. On peut espérer que si les établissements du public arrivent à adopter des stratégies de fonctionnement proches de celles des établissements du privé,
Cela pourrait permettre à la T2A d'avoir un meilleur avenir au sein des établissements privés comme publics, ce qui va vous être présenté juste après moi. La T2A, une refonte du système financier, a créé une situation tacite qui entraîne le personnel dans un profond malaise actuellement. Cette situation est en effet moralement indiscutable parce qu'on parle de service public et surtout de service public de la santé qui touche au cœur même de l'intimité des usagers. Alors, les établissements ont été contraints par des tarifs versés à l'acte à devoir faire plus de chiffres, donc toujours plus de soins, ce qui n'est pas profitable à l'usager. Cette logique se heurte à des problèmes purement humains et éthiques. Avec toujours plus à faire et moins de moyens, les personnels soignants sont dans des situations parfois de détresse psychologique extrême et on recense plus de suicides maintenant qu'il n'y a plus rien à voir avant sur le lieu de travail. Alors, bien entendu, l'usager aussi pâtit en premier lieu de cette situation puisque des médecins s'alarment et parlent de tarification d'activité qui pervertissent la finalité des actes soignants ou encore de maltraitance des patients. Et en effet, cette maltraitance se traduit de plusieurs manières. En effet, il arrive quotidiennement que des examens soient prescrits alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, tout simplement pour faire du chiffre, toujours plus. Il arrive également que des patients ne soient pas correctement informés parce que les médecins n'ont plus le temps de pouvoir parler et informer l'usager. Et par conséquent, ils sont moins bien conscients de ce qu'ils ont et des droits qui s'y affèrent. De plus, ce mode de fonctionnement peut aboutir à des effets encore plus pervers, totalement illégaux. En effet, l'établissement raisonne plus en financeur qu'en pourvoyeur de moyens humains désormais. Et du coup, il arrive des fois que des patients qui pouvaient intégrer tel GHM sont en fait surévalués, si on peut dire, dans d'autres GHM qui ne leur correspondent pas forcément, mais qui sont bien plus rémunérateurs. De plus, on peut parler de l'upcoding. L'upcoding, c'est le fait, pour être mieux rémunéré, de faire passer des examens supplémentaires. On parle bien sûr de chiffrage à l'acte. Mais le système de la T2A n'est pas totalement négatif, car il a quand même pu réaliser une meilleure maîtrise des dépenses de santé. Mais ce système va d'ailleurs connaître des mutations pour toujours plus d'efficacité et d'efficience. En effet, on parle de FIDES, la facturation individuelle des établissements de santé. Ainsi, la T2A qui se fait, dont les montants sont versés chaque mois, se fera au jour le jour actuellement. Du coup, il y aura une meilleure maîtrise des dépenses de santé, puisque au niveau local et régional, et national d'ailleurs, on aura des chiffres au jour le jour. Mais cela est long et difficile à mettre en place, et même si une expérimentation depuis 2010 et depuis 2013 étendue à 1000 établissements a lieu, il va encore falloir du temps pour bien maîtriser ce nouvel outil. L'adaptabilité du système de la T2A n'est pas éternelle. Comme l'ont évoqué mes collègues, ce système présente des limites, et un paradoxe très intéressant. Les établissements de santé voient leur chiffre d'affaires annuel baisser, en raison de l'évolution dégressive des tarifs pour une activité inchangée. Le système semble alors s'essouffler, et les établissements peinent à renouveler leurs solutions pour faire face à cette baisse. Le financement sous T2A a bien fonctionné, mais il convient de se préparer à en observer rapidement quelques limites. Depuis quelques années, les pouvoirs politiques réussissent à s'adapter aux problèmes de la T2A en piochant de ci et de là des solutions que l'on peut qualifier de rafistolage, mais pour le moment, cela fonctionne. Les politiques proposent alors d'améliorer les modalités et la qualité des soins ambulatoires, d'augmenter le nombre de GHT et de réduire la part de T2A en la plafonnant à hauteur de 50%. Cette réduction de place est pensée pour favoriser d'autres sources de financement liées à des objectifs précis de santé publique, incluant même le secteur médico-légal. La part dévouée à la T2A sera ainsi réduite pour laisser place à d'autres entrées d'argent sous forme de dotation. Ainsi, en laissant moins de place à ce système en perte de vitesse, sommes-nous en train d'améliorer la situation ou alors seulement d'aggraver une crise financière? Si le système de base de T2A est conçu comme une véritable machine à démotiver, moins l'établissement fera d'actes, moins il sera rémunéré. Mais il ne sera pas plus rémunéré en faisant plus, en augmentant le nombre de ses prestations. Ce qui augmentera sa rémunération, ça sera le fait que les médecins privilégient des actes rentables au détriment d'autres actes jugés un peu plus simples. Cela influera non seulement sur la qualité des soins, mais également sur les finances de l'hôpital, obligeant ainsi les établissements de santé à adopter une stratégie de raisonnement économique global basée sur leur segment d'activité. Ainsi, on pourra juger d'une rentabilité des praticiens. Certains praticiens seront jugés moins rentables que d'autres pour l'hôpital, ce qui mettra en confrontation notamment des chirurgiens
Aller expliquer à un chirurgien que celui-ci sera jugé plus rentable pour l'hôpital que l'autre, son confrère à compétences égales, le sera moins, en fonction d'une diversité de moyens technologiques et d'une rapidité d'exécution. Néanmoins, si la limite à la T2A est certaine, le fait d'introduire de nouveaux financements ne peut être que bénéfique et ne pourra qu'améliorer la capacité de prévision des gestionnaires. Ces autres formes permettront probablement une transition en douceur vers notre système si la T2A succombe à ses lacunes et que les perspectives d'adaptabilité seront épuisées. Cependant, je pense qu'il est important de conclure là-dessus, c'est que la T2A est un système d'une justesse absolue dans la pratique et dans sa conception. Ce qui pose problème, c'est sa valorisation. Il faut l'étendre et non la plafonner. Il faut l'étendre aux activités de psychiatrie et aux activités de SSR. Cependant, le risque d'extension sera de déboucher sur un système largement concurrentiel. Ce risque de concurrence exacerbée sera notamment amplifié par l'arrivée des GHT dans le secteur public, tant cela pourra confier un pouvoir monstrueux aux établissements pivots. On pense notamment à l'établissement pivot de la région lilloise. Donc, dans ce contexte de risque de concurrence exacerbée, on peut se demander quelle est la place de la volonté macronienne d'inclure les établissements privés dans les GHT aux côtés des établissements publics, ce qui pourra alors nationaliser l'ensemble des établissements de santé, provoquant la mort du privé et la mort de la liberté de choix du patient.